Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Avant de commencer, je voulais vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et c'est une vraie source de motivation pour moi. Donc un grand merci à vous qui faites vivre ma chaîne. J'ai régulièrement des questions concernant le vocabulaire lié à la boulangerie et au pain en général. Et je m'aperçois que c'est pas clair pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le vocabulaire lié à la fabrication du pain, ou disons à la panification en général. On va essayer de vulgariser tout ça. Alors clairement, le but n'est pas de vous faire des grandes définitions comme dans un dictionnaire. Au contraire, je vais essayer de vous expliquer les choses simplement et d'y joindre des photos ou des vidéos afin que ce soit le plus clair possible. J'espère qu'après ça, vous ne serez plus jamais perdu dans les recettes à cause d'un mot que vous ne comprenez pas. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Par ailleurs, le but de cette vidéo est de vous expliquer le vocabulaire et non pas de vous apprendre chaque protocole indépendamment. Je pense notamment aux empattements, car une vidéo de plusieurs heures n'y suffirait pas. Je reviendrai donc en détail sur ces points dans de futures vidéos. Allez, c'est parti! Voilà, donc comme le sujet est très vaste, il fallait bien que je prenne par un bout. J'ai donc décidé de commencer par vous expliquer les différents types d'empattements. Comme ça, vous aurez une meilleure compréhension globale et on pourra dérouler le vocabulaire au fur et à mesure. Je vous ai donc fait un petit schéma simplifié afin que ce soit bien clair. Donc, l'empattement direct, c'est l'empattement que tout le monde connaît, le traditionnel, dans lequel on va pétrir tous les ingrédients en une phase unique. C'est ce que font la plupart d'entre vous, vous mettez tous les ingrédients et vous pétrissez. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'empattement indirect. Il est appelé indirect parce qu'il y a deux phases de travail bien distinctes. C'est-à-dire que, contrairement à l'empattement direct, on va préparer un pré-empattement la veille afin de l'utiliser au pétrissage avec le reste des ingrédients. Ce qui est typiquement le cas avec la pouliche. Je vous mets une petite photo d'une pouliche après fermentation pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, la pouliche, c'est une méthode d'empattement indirect qui a la particularité d'être liquide. C'est-à-dire qu'elle est hydratée à 100% et qu'elle est constituée de farine, d'eau et de levure ou de levain bien sûr. La quantité de ces derniers varie en fonction du temps de fermentation désiré. Sachez que les empattements indirects sont plus contraignants mais aussi réputés de meilleure qualité. Par exemple, la pouliche permet d'assouplir le gluten, elle améliore l'élasticité de la pâte, elle améliore le coup de lame du pain, elle améliore l'alvéolage de la mie, elle apporte des arômes supplémentaires au pain, et elle augmente le temps de conservation du pain. Ensuite, l'empattement semi-indirect. C'est exactement la même chose qu'un empattement direct dans lequel on va ajouter une pâte de report. Certains diront pâte fermentée, mais ça revient au même. La pâte de report, c'est une partie d'un empattement précédent. Il faut donc en déduire qu'elle a déjà fermenté un certain temps et qu'elle contient tous les ingrédients de l'empattement précédent. C'est une technique plus utilisée chez les pros, non pas qu'elle soit excessivement qualitative, mais plutôt que les particuliers disposent rarement de restants de pâte fermentée. Si vous voulez mon avis, c'est le type d'empattement que j'aime le moins. Après, les goûts et les couleurs, chacun ses préférences. Passons ensuite sur la ligne du dessous qui concerne le pointage ou le type de fermentation. Nous avons deux possibilités pour chaque type d'empattement. Donc, l'empattement à température contrôlée, TC, c'est-à-dire que nous allons placer notre empattement à une température précise. En général, on place notre pâte au frigo. Elle est donc aux alentours des 4 degrés, ce qui est très pratique pour avoir une régularité dans son produit et allonger la période de fermentation. Je vous mets en haut à droite et dans la description de cette vidéo une de mes recettes qui utilise justement cette technique. Il faut savoir que les boulangers ont des chambres de pousse dans lesquelles ils peuvent mettre la pâte à fermenter à la température qu'ils veulent, ce qui est super pratique comme vous vous en doutez. Ensuite, inversement, nous avons l'empattement à température ambiante. Comme son nom l'indique, on laisse la pâte fermenter à température ambiante. On prend juste soin de la laisser à l'abri de l'air avec soit un torchon humide, un film plastique ou un bac étanche, afin qu'elle ne croûte pas. Croûter, c'est quand la pâte se dessèche au contact de l'air, ce qu'on cherche à éviter bien sûr. Donc cette technique est plus rapide, mais également moins régulière car bien entendu la température ambiante varie toute l'année et il faut être réactif et bien connaître sa pâte. Je vous mets en haut à droite et dans la description de cette vidéo une de mes recettes qui utilise la fermentation à température ambiante. Voilà, donc comme vous le voyez sur le schéma, que ce soit l'empattement direct, indirect ou semi-indirect, ils peuvent tous être réalisés à température contrôlée ou à température ambiante. Passons à la ligne d'en dessous qui concerne le type de ferment utilisé. Nous avons donc la levure ou le levain. Donc la levure, c'est un champignon microscopique unicellulaire qui va provoquer la levée de la pâte. Il en existe de deux types, la levure de boulanger fraîche ou la levure de boulanger sèche. Ici, la sèche est bien entendu celle qui est en poudre. Elles sont quasiment identiques en termes d'action, mais il faut savoir qu'on ne les utilise pas dans les mêmes proportions. Il faut mettre 3 fois moins de levure sèche que de levure fraîche.
Par exemple, un empattement qui nécessiterait 9 grammes de levure fraîche n'aurait besoin que de 3 grammes de levure sèche. Pour vous résumer de manière très simpliste ce qui se passe dans la pâte avec la levure consomme les sucres simples contenus dans la farine et les transforme en CO2, ce qui fait lever la pâte. C'est aussi simple que ça. Le levain naturel, lui, est différent. C'est une culture de ferment naturel réalisée sur un mélange de farine et d'eau qui fera également lever votre pain, mais d'une manière plus naturelle et plus bénéfique pour la santé. Je vous mets en haut à droite et dans la description ma vidéo sur le levain naturel qui vous fournira des explications plus en profondeur avec la recette. On m'a souvent demandé la différence entre la polish et le levain. Je pense que maintenant c'est un peu plus clair dans votre esprit. La polish est un empattement indirect qui peut être réalisé avec de la levure ou du levain, alors que le levain est un ferment indépendant. Ils n'ont donc pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, même s'ils peuvent fonctionner de concert. Voilà, maintenant que vos connaissances sur les différents types d'empattements sont plus claires, nous allons pouvoir progresser dans le vocabulaire. Je pense que parmi les plus demandés, il y en a 3. Les fameux TH, TB et eau de coulage. Donc TH signifie taux d'hydratation, c'est-à-dire la quantité d'eau contenue dans votre pâte exprimée en pourcentage, vu que c'est un taux bien sûr. Sachez qu'il varie en moyenne de 55% pour les pâtes les plus fermes à 80% pour les plus douces. Je vous donne le calcul pendant que j'y suis. Donc le taux d'hydratation, c'est le poids de l'eau utilisée multiplié par 100, divisé par le poids de farine utilisé. Donc je vous donne un petit exemple avec 375 g d'eau et 500 g de farine. 375 x 100 égale 37 500, divisé par 500, ça nous fait donc 75% d'hydratation. C'est très simple. Ensuite, l'eau de coulage. C'est un terme technique qui désigne tout simplement l'eau qu'on met dans sa pâte à pain. Faut bien comprendre qu'on ne met pas de l'eau à n'importe quelle température dans sa pâte. C'est un enjeu crucial dans la fabrication du pain. Comme je le dis souvent, s'il y a un secret, il se situe là. Donc soyez bien attentifs. La température de l'eau que l'on va mettre influencera directement la température de votre pâte en fin de pétri. Vous comprenez bien que si on met de l'eau à 10 degrés ou à 40 degrés, on n'obtiendra pas la même température de pâte en fin de pétri. C'est logique. Or, vous devez savoir que lorsque vous faites du pain à la levure, votre objectif est d'obtenir une pâte entre 23 et 25 degrés maximum, et plutôt 26 degrés pour le levain. C'est extrêmement important. La température de base, c'est une température de référence. Une sorte de règle ou de repère utilisée pour calculer la température de l'eau de coulage et ainsi obtenir une pâte à la bonne température en fin de pétri. En général, elle sera de 70 degrés à la main et de 60 degrés avec un pétrin. Pour calculer la température de l'eau de coulage, le calcul est le suivant. On déduit à la température de base la température de votre pièce et la température de la farine. Exemple, avec une température de base de 70 degrés pour un empattement à la main, il fait 20 degrés chez vous et la température de la farine est à 20 degrés. Vous devrez donc utiliser de l'eau à 30 degrés afin d'obtenir une température de fin de pétri convenable. Mais sachez que comme toutes les règles, elle est faite pour être contournée. En effet, chaque pétrin est différent ou chaque personne qui pétrit à la main le fait avec plus ou moins de force. C'est donc juste un repère qu'il convient d'adapter en fonction de chacun. L'essentiel étant la température de fin de pétri. Donc, si vous suivez votre TB à 70 degrés mais que votre pâte est trop chaude ou trop froide, n'hésitez pas à modifier votre TB pour être dans les clous la prochaine fois et ainsi connaître votre TB personnel. L'autolyse. C'est une technique de pétrissage spécifique. En gros, c'est une pâte non fermentée, c'est-à-dire sans levure ni levain, avec ou sans sel, et qu'on laisse reposer avant l'incorporation dans une pétrie normale. Voilà, donc concrètement, on va prendre seulement une partie de la farine de l'empattement, généralement entre 10 et 25%, pour faire notre autolyse. On la laisse reposer, et ensuite, on l'incorporera à notre empattement. Donc, pourquoi utiliser une autolyse dans une recette ? L'autolyse permet d'assouplir le gluten, elle améliore l'élasticité de la pâte, elle améliore l'alvéolage de la mie, et elle améliore le coup de lame du pain. La fermentolyse, c'est le même principe que l'autolyse, mais comme son nom l'indique, avec un ferment dedans, donc avec du levain ou de la levure, ou même éventuellement de la pâte fermentée. Phrasage et pétrissage. En fait, ce sont deux étapes d'une même action. En gros, le phrasage, c'est la première étape du pétrissage. C'est pendant ce laps de temps que les ingrédients se mélangent entre eux. Le pétrissage se fait donc en deux étapes, le mélange des ingrédients, donc le phrasage, puis vient la structuration de la pâte, c'est-à-dire la deuxième étape. Le bassinage, c'est tout bêtement le fait de rajouter de l'eau en fin de pétrissage, soit parce qu'on en manque, soit parce qu'on veut faire une hydratation assez élevée et que ce sera plus simple comme ça. Les rabats. Alors comme son nom l'indique, il s'agit de rabattre la pâte sur elle-même. L'idée est de donner du corps à la pâte, c'est-à-dire de la force, et à incorporer de l'air pour activer sa fermentation, ou du moins l'optimiser. Le pointage.
C'est une période de repos mais surtout de fermentation qui se situe entre la fin du pétrissage et le façonnage. Il peut être à température ambiante ou à température contrôlée comme nous l'avons vu au début. Il fixe les arômes de la pâte et lui permet d'acquérir de la force. La production de gaz carbonique commence, la pâte lève, ses qualités se renforcent, elle devient plus élastique, bref, une étape à ne pas négliger. La fermentation. En gros, c'est la transformation biochimique des substances organiques, j'entends par là les sucres, sous l'effet de micro-organismes que sont la levure ou le levain. Fleurer. Fleurer, c'est le fait de parsemer une très fine pellicule de farine sur votre plan de travail. À ne pas confondre avec fariner, où la quantité de farine est beaucoup plus élevée. Généralement, ça nous servira à ce que notre pâte ne colle pas trop sur le plan de travail. La division, c'est le fait de découper en parties égales un poids donné de pâte. La détente, c'est la période de repos des pâtons entre la division et le façonnage. Bouler, c'est l'opération qui suit la division et qui consiste à faire une mise en forme légère et régulière du pâton. En gros, il s'agit de rouler la pâte pour lui donner une forme de boule. Dégazer, c'est l'action qui consiste à enlever une partie du gaz contenu dans la pâte par pression légère avec les mains. Le façonnage, ou aussi appelé la tourne, c'est la mise en forme définitive du pâton. Donc ça peut être une boule, une baguette, un bâtard, une couronne. La clé, c'est l'endroit où le pain a été soudé lors du façonnage, en tout cas pour les pâtons ronds. La soudure, c'est l'endroit où se rejoignent les plis d'un pâton de forme allongée. Une tourne à clair se dit d'un pain mis à pousser avec la soudure en contact avec la toile, alors que la tourne à gris se dit d'un pain mis à pousser avec la partie lisse en contact avec la toile. En gros, c'est l'inverse. L'apprête, c'est la période de fermentation se situant entre le façonnage et la mise au four. Le temps de l'apprête dépend de la température, de la dose de levure, de la méthode de pétrissage et du temps de pointage. La grigne, c'est l'incision donnée sur le pain avant la mise au four. Vous savez, c'est pour permettre un meilleur développement du pain. La buée, c'est une vapeur d'eau introduite dans le four avant enfournement pour retarder la formation de la croûte et lui donner un aspect brillant. En général, quand on a un four ménager, il suffit de jeter un verre d'eau dans le four, juste avant d'enfourner son pain et de vite refermer la porte. Faites toutefois attention de ne pas jeter l'eau sur la porte vitrée chaude de votre four, car elle pourrait se fissurer. Jetez bien l'eau dans le fond du four, ainsi vous n'aurez pas de problème. Le ressuage. Le ressuage, c'est la période après la cuisson, pendant laquelle le pain refroidit sur une grille et perd une partie de l'eau contenue dans la mie. Concrètement, si votre mie est humide, c'est peut-être que vous avez négligé cette étape. Si malgré ça, votre mie est toujours humide, pensez à faire sécher votre pain. Sécher, c'est quoi ? Lorsque votre pain est fini de cuire, au lieu de le sortir immédiatement du four, vous allez baisser la température à 180-200 degrés et entrouvrir la porte. Vous laissez votre pain comme ça entre 10 et 20 minutes en fonction de son poids. Je vous rassure, il ne colorera pas plus, mais par contre, il perdra de l'humidité. C'est vraiment une technique à connaître, je vous la conseille. Déchlorer l'eau, c'est le fait d'enlever le chlore contenu dans l'eau du robinet. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Laisser reposer l'eau, faire bouillir l'eau, investir dans une carafe filtrante ou dans un purificateur. Bâtard. Non, c'est pas une insulte, je vous rassure tout de suite. Il s'agit d'un type de façonnage, grossièrement, d'une forme de pain. Voilà, on a fait le tour. J'espère que tout ce vocabulaire est beaucoup plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. J'en profite pour saluer le groupe Facebook Faire du pain à la maison, qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et qui m'a soufflé une bonne partie des mots expliqués. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a une super équipe et une bonne ambiance garantie. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.